If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Anything you practice, you'll get good at, including BS. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Hello veut savoir. Les complotistes, les théories de complot, c'est pas nouveau là. Bonjour tout le monde. Disinformation. Though its sudden appearance on your newsfeed may seem like it's a new phenomenon, it's actually been used to influence people for centuries. Pour commencer, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet qui me tient à cœur depuis vraiment longtemps, et c'est la désinformation médiatique. Parlons de ce terme théoricien du complot. Les gens qui croient aux théories de complot croient à des situations qui sont vraiment complexes à faire. Le jour où c'est devenu vraiment comme une arme pour s'attaquer à tout le monde qui remet en question que le gouvernement aurait peut-être des activités clandestines, ça date de l'assassinat de John F. Kennedy en 1963. La CIA était vraiment entachée dans tout ce qui se passait avec leur enquête qui était complètement débile, en fait. Qu'on se le dise, il n'y avait pas grand-chose qui tenait la route. Alors, n'importe quelle personne intelligente aurait comme fait « Excusez, mais on y croit pas, votre histoire de balle qui fait un trajet de même, qui fait un U-turn, qui tue deux personnes. » En tout cas, il n'y avait rien qui faisait du sens. We've come to know it as the magic bullet theory. The magic bullet enters the president's back, headed downward at an angle of 17 degrees. It then moves upward in order to leave Kennedy's body from the front of his neck. Wound number 2. Where it waits 1.6 seconds, presumably in midair, where it turns right, then left, and continues into Connolly's body at the rear of his right armpit, wound number 3. The bullet then heads downward at an angle of 27 degrees, shattering Connolly's 5th rib and exiting from the right side of his chest, wound number 4. The bullet then turns right and re-enters Connolly's body at his right wrist, wound number 5. Shattering the radius bone, the bullet then exits Connolly's wrist, wound number 6, makes a dramatic U-turn, and buries itself into Connolly's left thigh, wound number 7, from which it later falls out and is found in almost pristine condition on a stretcher in a corridor of Parkland Hospital. Ça les faisait mal paraître, alors ce qu'ils ont décidé de faire, c'est s'attaquer à tous ceux qui remettaient en question leur discours officiel. Alors, j'ai un document ici qui a été déclassifié. Il s'appelle le document 1035-960 de la CIA. Et le titre en anglais, c'est « Concerning Criticism of the Warren Report ». Donc, en français, « Critique inquiétante du rapport Warren ». Le rapport Warren, qui était vraiment le rapport qui a été rédigé suite à l'assassinat de JFK. Le but de cette dépêche est de fournir du matériel pour contrer et discréditer les affirmations des théoriciens du complot, le terme conspirationniste finalement, de manière à empêcher la circulation de telles allégations. Alors vraiment, le but de tout ça, c'était vraiment de faire en sorte que dans les médias, dans le courant populaire, ce soit tellement mal vu de critiquer ce qu'on pensait par rapport à l'assassinat de JFK que tu as l'air d'un illuminé si tu fais juste dire « Il me semble qu'une balle, ça s'est jamais comporté comme ça ». Je veux dire, ils ont engagé des professionnels, des experts en balistique pour dire que non, cette balle-là, elle s'est comportée comme ça. Ça arrive une seule fois dans l'histoire de l'humanité, mais c'était vrai puis ça se pouvait. Vous avez besoin d'y croire. D'ailleurs, ça continue comme ça. Utiliser des moyens de propagande pour nier et réfuter les attaques des critiques. Donc, c'est devenu vraiment comme évident qu'il y avait moyen de manipuler l'opinion publique en utilisant des moyens tels que la radio et la télévision qui commençaient à arriver. Il y avait vraiment comme un beau potentiel à exploiter et ça a été exploité, il va sans dire. Alors, voici un document qui a été déclassifié par l'OSS. En fait, ça a été écrit par l'OSS. L'OSS qui est Office of Strategic Services, l'ancêtre de la CIA, et le document se nomme
The Motion Picture as a Weapon of Psychological Warfare. Et l'objectif premier de ce document-là, c'était exploiter le potentiel du film. J'ai traduit film pour motion picture, mais on va définir un petit peu plus loin dans ce document-là qu'est-ce que ça englobe, le terme motion picture. Donc, exploiter le potentiel du film comme arme de guerre psychologique. Le film est l'une des armes de propagande les plus puissantes à la disposition des États-Unis. Les films sont une puissante force dans la formation d'attitudes et les attitudes sont la base de l'action et de la morale. Très intéressant tout cela. Donc, on voit vraiment qu'à cette époque-là, il avait déjà compris l'importance de mettre la main sur tout ce qui était Hollywood ou en fait tout ce qui était moyen de diffusion pour manipuler l'opinion publique. On est en 1947. La question, c'est quel aurait été l'intérêt pour eux, le gouvernement, d'arrêter de faire ça? Les films peuvent contribuer à la construction et au maintien de la morale. Et là, c'est là qu'on définit qu'est-ce qu'ils entendent par motion picture. Il existe de nombreux types de films à travers lesquels ces fonctions peuvent être exercées. Long métrage, publicité, films éducatifs, documentaires, récits de voyage, les actualités, dessins animés. Finalement, c'est à peu près tout. Les films sont importants dans tous les principaux types d'armes psychologiques comme par la propagande en général. Ils peuvent viser les civils pour informer et donner des instructions, pour créer des attitudes, pour stimuler ou inhiber des actions et pour construire une morale. C'est quand même assez important ce que ça dit quand on prend la peine de s'y attarder un peu. On est en 1947 et ils sont en train de dire que l'Office of War Information, qui est gouvernemental, a repris toutes les stations à radiodiffusion à ondes courtes. Donc, toutes les radios appartiennent à l'État. Ça nous amène vraiment à se poser des questions sur comment ça peut avoir évolué. D'ailleurs, comment eux avaient l'intention d'infiltrer et de contrôler la distribution de tout ce qui est motion picture. Justement, à cette époque-là, il y a David Sarnoff, qui a fondé NBC, qui est encore à ce jour une des plus grosses chaînes américaines de télévision. Et lui, c'était nul autre qu'un général de l'armée américaine, US Army General. Donc, David Sarnoff, fondateur de NBC, et il était en plus le président de RCA. Ensuite, le directeur de radio, je vais le dire en anglais, le Director of Radio Operations for Psychological Warfare. Donc, le gars, finalement, qui travaillait pour l'armée, qui était engagé dans le document que je viens de vous lire, là, qui était en charge des armes psychologiques au moment de la guerre. Il s'appelait William S. Paley, et lui, c'est le fondateur de CBS. Donc, encore à ce jour, on peut comprendre que ces deux immenses chaînes qui ont été créées vraiment par des militaires dans une optique, avec ce document-là que je viens de vous lire, on peut comprendre un peu comme qu'il y avait comme une idée plus large que juste faire du divertissement. Au début des années 80, il y avait 50 grosses compagnies qui possédaient environ 90% des médias américains. Maintenant, on parle de 6 immenses corporations qui possèdent 90% des médias. Donc, on est passé de 50 à 6. C'est comme, oui, mais je suis sûr que quelqu'un qui dirige et que les médias n'ont pas le droit de dire ça. Qui demande aux médias de ne pas dire certaines choses? Il y a plein de médias différents partout dans le monde. Puis l'information ne sort pas. Hey, à un moment donné... Je vais me diriger tranquillement, pas vite, vers la pandémie, vers la désinformation médiatique qu'on vit présentement, qui est incroyable. Et je pense que toutes les choses que je vais nommer, toutes les techniques que je m'apprête à nommer sont vraiment beaucoup utilisées. Donc, la politique de la peur. La politique de la peur est une expression qui désigne la politique d'un gouvernement qui utilise la peur collective de la population pour faire adopter des mesures réduisant les libertés individuelles. Ça dit tout. Il me semble que j'ai rien d'autre à ajouter. Edward Bernays, qui est vraiment le père de la propagande, c'est lui qui a conseillé les Rockefeller pour se refaire une image. C'est lui qui a comme... il est beaucoup plus important dans notre société qu'on le croit. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Propagande ». Et dans son livre, il explique que la mentalité collective n'est pas guidée par la pensée, mais par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion. Dans le monde dans lequel on vit présentement, ça fait énormément de sens tout ça. J'ai trouvé un article vraiment intéressant qui a été écrit de façon anonyme. Et à travers ça, il y a des gens qui ont ajouté d'autres trucs en ayant lu Noam Chomsky ou Edward Bernays.
Noam Chomsky, qui est un intellectuel et philosophe américain, qui a lui aussi écrit des ouvrages sur la propagande. Dans cet article-là, je suis tombée sur « La majorité a toujours raison ». Et je trouve que c'est tellement ça qui se passe en ce moment. La majorité a toujours raison. Vous faire croire que l'idée est déjà adoptée par la majorité du peuple ou qu'un mouvement en faveur de l'idée est clairement en marche est susceptible de vous faire adopter un comportement de mouton. Dans certains cas, pour manipuler les masses, il est nécessaire de le faire progressivement. Dans le cas de l'élimination de certains droits fondamentaux, par exemple, il est préférable de les éliminer à petite dose afin de ne pas provoquer de protestation des citoyens. Et là, on vient vraiment de le vivre là, en nous demandant de nous confiner. À plusieurs personnes, on a demandé une quarantaine. On a vraiment amené des mesures extrêmement drastiques. Alors, je connais des gens qui ont poursuivi leur agresseur sexuel et que le gars n'a rien eu. Et là, on me dit que parce que je m'en vais faire mon épicerie, je vais faire 6 mois de prison. C'est quand même assez spécial. On parle vraiment de perte de liberté, là, incroyable. Cette stratégie de manipulation de masse a tendance à faire croire aux gens que tous leurs problèmes viennent d'eux-mêmes. Au lieu de se rebeller contre le système, les citoyens penseront donc qu'ils sont directement responsables de ce qui se passe. Donc, on parle vraiment là, de renforcer le sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité, c'est comme un sentiment de peur. Ça nous ramène à un cerveau qui n'est pas en train de prendre des grandes décisions analytiques. On va agir sur l'impulsion, sur l'émotion. Ça nous rend très, très émotifs. D'ailleurs, parlant d'émotions, une technique de propagande, utiliser les émotions. Les messages qui tentent de manipuler la masse n'invitent pas à la réflexion, mais au contraire, sont basés sur des émotions. De cette façon, plus que la rationalité, nous nous concentrons sur l'inconscient des destinataires qui pourront percevoir le message général, mais pas tous les détails, neutralisant ainsi l'aspect critique. Ensuite, infantiliser le public. Ah, ça, je l'aime, celle-là. On le remarque tellement depuis quelques années, là, comment les politiciens s'expriment comme s'ils parlaient à des enfants. C'est vraiment très, très agressant. Moi, cela me rend folle. Pendant que tout le monde est confiné, j'ai une bonne nouvelle. On me dit que le lapin de Pâques d'abord fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé. Donc, les enfants vont pouvoir recevoir leur chocolat. Donc, joyeuse Pâques à tous les Québécois. Mais ça a l'air à être correct. En tout cas, on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui capote avec ça, mais moi, je trouve ça vraiment aliénant, là. Alors, infantiliser le public. Dans les publicités et les discours politiques, les gens ont souvent tendance à parler aux auditeurs comme s'ils étaient des enfants. De cette façon, le sens critique des personnes qui sont plus susceptibles d'accepter le message est éliminé. Le sens critique, finalement, là, c'est pas du tout prôné dans notre société. Éliminons-le. Ben, juste souhaiter une joyeuse Pâques à tous les Québécois. Je voulais prendre un exemple de désinformation médiatique puis montrer à quel point on est vraiment dans un courant à sens unique où il y a juste une ligne de pensée qui est autorisée. C'est interdit d'aller à contre-courant. Tu suis ce que les médias t'ont dit. Tous les médias disent la même chose, talonnent la même chose à répétition. Et la répétition aussi, c'est une façon de faire avaler un discours. Donc, j'ai décidé de prendre l'exemple de Word Infamous Trump et le désinfectant. Thank you very much. So I'm going to ask Bill a question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Si je résume ce que Donald Trump vient de dire et la situation qu'il vient de vivre, en fait, il n'arrête pas de regarder à sa droite, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un
Et ce n'est pas la dame dont on a parlé, on a vu là, le gros plan sur elle, qui faisait une reaction shot. Mon Dieu, cet homme est fou. Non, il parlait à... On n'arrive pas à voir parce que dans toutes les vidéos qu'il y a maintenant sur Internet, c'est toujours le plan que je vous ai montré. Et c'est quasiment rendu impossible de voir les autres plans où on voit les gens qui sont assis à côté de Donald Trump. C'est William Bryan, qui est le sous-secrétaire d'État à la sécurité intérieure par intérim pour la science et la technologie. Et cette journée-là, il s'était entretenu en conférence devant le président des États-Unis pour exposer des résultats d'études sur la durée de vie du virus sous certaines conditions. Donc, qu'est-ce que le Devoir avait à dire là-dessus? Voyons voir. Alors, Trump et la consternation du désinfectant. C'est le gros titre. Première ligne. Donald Trump n'est pas connu pour sa rigueur scientifique. Ça donne déjà une opinion qui ridiculise Trump. On est d'accord. Ça part. Après, on pourrait débattre là, objectivement la chose. C'est vrai que c'est pas un scientifique, le gars. Mais ça donne déjà un ton qui va dans le jugement de Donald Trump. On est d'accord. Première ligne. Mais ses propos confus sur de possibles injections de désinfectants pour lutter contre le coronavirus ont suscité la stupéfaction. Je me suis dit, bon, ben, écoute, le Devoir vient de me décevoir, mais je vais aller voir la presse, peut-être ça va être moins pire. Alors, le gros titre, c'est Trump, coronavirus et désinfectants, confusion et consternation. Et là, ce qui m'a jeté à terre, c'est la première ligne. Donald Trump n'est pas connu pour sa rigueur scientifique. Il me semble que je viens de lire ça, moi. Mais ses propos confus sur de possibles injections de désinfectants pour lutter contre le coronavirus ont suscité la stupéfaction. Attends. C'est vraiment la même chose mot pour mot que ce que je viens de dire dans le Devoir. Là, je suis dans la presse. Mais là, ce que je vois, c'est que le journaliste qui a écrit cet article s'appelle Jérôme Cartillier et il travaille pour l'agence France Presse. Donc, il ne travaille ni pour le Devoir, ni pour le Journal de Montréal, ni pour Le Soleil. Il travaille pour une grande agence et les journaux, eux, achètent de ces agences-là. Alors là, ça commence à être fortement inquiétant parce qu'on a une personne, et là, je réalise que cette même personne, qui a clairement une opinion négative de Donald Trump, nous rapporte ses propos, son opinion. Et là, pas juste dans un journal, là, c'est rendu dans deux journaux. Donc là, tu te dis, pourquoi ce gars-là a le droit de teinter mon opinion présentement en ne me rapportant pas des faits non biaisés, en ne remettant aucunement dans le contexte à qui Donald Trump s'adressait, et en ne faisant que rapporter des nouvelles qui ridiculisent encore un peu plus le président américain, ce qui est quand même la mode depuis 4 ans. Et je ne dis pas que le personnage n'est pas... il apporte pas lui-même à ce qu'on ait envie de rire de lui, il est caricatural. Mais ça, c'est pas le mandat d'un journaliste. Un journaliste, il est là pour rapporter des données dans un contexte et pour nous permettre de nous faire nous-mêmes notre propre opinion en rapportant des faits les plus neutres possibles. J'apprenais ça au secondaire, je m'en souviens. Visiblement, il s'est passé quelque chose. Alors, ce fameux article écrit par Jérôme Cartillier se retrouve dans Le Devoir, La Presse, TVA Nouvelles, Le Journal de Montréal, Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Tribune, et j'ai même trouvé dans l'Express en France le même article, toujours avec le même gros titre. On a même, dans Radio-Canada, partagé un article qui parlait de Lysol, qui avait été obligé de faire une sortie pour dire qu'il ne fallait pas ingérer du Lysol. Donc là, on collabore, on contribue à toujours entacher l'image du président américain, de le rendre le plus ridicule possible, alors qu'il n'a jamais parlé de Lysol, il n'a pas parlé d'eau de Javel non plus. Mais on n'a pas le droit à ce contexte-là. Alors nous, qui n'avons rien d'autre à faire que regarder la TV à journée longue, bien, on est plugué ces nouvelles, puis qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on lit quand on est sur notre tablette ou sur notre téléphone, peu importe où on est, si on est dans la francophonie, on n'avait pas le choix de l'article, c'était seulement cet article-là qu'on pouvait lire. C'est extrêmement dérangeant comme nouvelle, c'est pas normal que la francophonie au complet se soit faite son opinion sur qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, basée sur la perception d'un seul humain qui est dépêché à Washington, à la Maison-Blanche. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a écrit l'article. Si on commence à constater à quel point il y a de la désinformation médiatique souvent dans la vie, puis qu'encore aujourd'hui, je le vois, je le témoigne, je vous montre des exemples, bien, force est d'admettre que si tu es dans un couple où ton chum t'a trompé 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, mais peut-être que tu es dans un pattern relationnel qui n'est pas très bon pour ta santé et qui est toxique et que tu devrais peut-être t'en départir. Si ils ont perdu leur crédibilité, les médias, à nos yeux, bien, il faut se tourner vers une autre façon d'aller chercher son information.
Parce qu'en ce moment, c'est pas normal qu'on nous rapporte aucune variété dans la source d'information et qu'il n'y ait plus de neutralité. C'est très politique, très politisé en ce moment, les articles qu'on peut lire ou les nouvelles qu'on voit à la télévision. Mais maintenant, je vais finir en comparant 2 articles, un en Italie, un au Québec, qui parlent de la même chose et qui nous relatent des statistiques complètement différentes et qui livrent la nouvelle aussi d'une façon complètement différente. Donc ici, j'ai l'article de la presse. Donc on voit le gros titre, c'est « Virus en Italie, 250 nouveaux décès, un record en 24 heures ». Et en plus, déjà ça c'est extrêmement alarmant, en plus la photo, c'est un médecin qui semble paniquer et sortir d'une tente en courant. Et comme si on n'était pas si sûr que c'était ça qu'ils faisaient, ils se sont donné la peine quand même de nous écrire en bas. Un préposé sanitaire sort en courant d'une tente de triage à l'extérieur de l'hôpital de Brescia, dans le nord de l'Italie ce matin. Et il sort en courant. Peut-être qu'il a trébuché. À la limite, il n'a même pas l'air à courir tant que ça. Peut-être qu'il avait envie de pipi. Who knows? Mais en tout cas, là, l'article nous dit qu'il sort en courant. Donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement alarmant. On parle de 250 morts en 24 heures. Et là, on se souviendra, le discours qui a découlé de ça, c'était « Mon Dieu, il ne faudrait pas qu'on fasse la même erreur qu'en Italie. Il ne faudrait pas qu'on commence à... » Déjà que nos hôpitaux étaient engorgés. Et là, la panique s'est mise à se construire à partir de ça. Et je parle d'un article qui a été publié le 13 mars, qui, à mon avis, est vraiment le jour de l'apocalypse. C'était vraiment la journée où ils ont fermé les frontières, ils ont pris toutes les mesures extrêmement drastiques. Je vais comparer avec un autre article la même journée, qui relate la même nouvelle, c'est-à-dire qu'on parle du nombre de morts en Italie, mais dans un journal romain, qui se veut un journal un peu plus scientifique, en tout cas que de l'art scientifique, et je vais vous le lire ici. Je l'ai traduit dans Google Translate. OK, donc l'ISS, c'est l'Institut supérieur de la santé, juste pour préciser. Là. Et voilà, donc ça dit « Coronavirus ISS en Italie, il n'y a jusqu'à présent que 2 décès constatés en raison de COVID-19. » On est la même journée. Et là, ils nous disent qu'il n'y a que 2 décès. Cette même journée-là, dans la presse, il y en avait 250. Il ne pouvait y avoir que 2 personnes décédées des coronavirus en Italie qui ne présentaient pas d'autres pathologies. Et voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'ils ne présentaient pas d'autres pathologies. Ils sont vraiment morts du coronavirus. Ils ne sont pas morts de... Ah, j'avais le coronavirus pendant que j'étais en train de dépérir d'un cancer ou pendant que j'étais en train de dépérir de n'importe quoi d'autre depuis des siècles. Non, ces 2 personnes-là, on peut dire avec certitude que c'est vraiment le coronavirus qui les a tués. Alors que dans la presse, quand on dit 250 nouveaux morts, c'est qu'on a mis toutes les morts dans le même bateau. Donc voilà, je pense que ça exprime vraiment bien à quel point on est victime de désinformation médiatique et qu'elle soit volontaire ou non. En tout cas, il y a vraiment un manque de rigueur journalistique qui fait que de plus en plus, on a des nouvelles qui sont biaisées, on a des nouvelles qui sont dirigées, qui sont politisées. Il y a des jeux politiques qui se passent derrière tout ça et ça devient, je pense, extrêmement important qu'on prenne toutes les nouvelles dans les réseaux de masse avec un grain de sel parce que visiblement, ils nous ont trompés à répétition et je ne vois pas pourquoi on continuerait de leur faire confiance. Et donc, c'est notre responsabilité en tant que citoyen d'être éduqués, d'être au courant de ce qui se passe pour être capable de prendre des positions intelligentes, éclairées et de nous faire nos propres opinions au lieu d'acheter les opinions qu'on nous dit que c'est correct d'avoir selon le courant populaire de l'heure. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce par en haut ou même suivre ma chaîne et vous pouvez mettre aussi un pouce par en bas parce qu'on vit dans un pays libre, mais j'avoue que ça va me faire.